Bonjour, bonsoir, bienvenue au café Hypnose d'Hypnose Factory. Alors, le principe de ces cafés est assez simple, un café, un thème, des questions, de préférence les vôtres, et 20 minutes d'échange pour vous apporter un maximum d'éclairage. Je commence par me présenter, je m'appelle Marianne Tournon, je suis hypnopraticienne et je ne suis pas installée depuis très longtemps. J'ai autour de moi, pour animer ce café, 3 super hypnologues. Il y a Marcella Maftoul. Bonjour Marcella. Bonjour Marianne, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Bonjour Lucas Bondu. Bonjour à tous. Et puis il y a Jean-Yves Moussy. Bonjour Jean-Yves. Salut Marianne, salut tout le monde. Très bien. Alors ce soir, on a décidé d'aborder une question qu'on a tous eu à un moment ou à un autre, au moment où on a décidé de se lancer, d'ouvrir son cabinet. Et on voulait prendre un temps pour échanger avec vous sur ce qui est important d'avoir en tête, de faire, de penser pour se lancer dans les meilleures conditions. Alors, on pourrait commencer par une première thématique. Est-ce qu'on a besoin de savoir quel hypno on est, de bien définir quel type d'hypnothérapeute, d'hypnologue, d'hypnopraticien on veut être avant tout? Est-ce que ce serait le premier pas? Je pense que le premier pas, c'est un petit dicton avec lequel j'ai commencé l'hypnose. C'est surtout l'hypnose avec mes proches ou les gens autour de moi quand j'ai commencé au tout début, bien avant d'aller dans la rue, de me former en cabinet. C'était le fake it until you make it. On n'est rien pour les autres et d'un seul coup, on va se prôner hypnotiseur. Si on ne prend pas et on n'incarne pas cette posture-là, ben on ne peut pas l'avoir. Et c'est un petit peu, je trouve, le thème de l'hypnose, c'est on ne peut pas avoir de légitimité si on n'a pas déjà expérimenté, expériencé plein de choses. Je ne sais pas si ça se dit bien comme ça, mais c'est un petit peu, au début, notre jarre, elle n'est pas remplie, donc on est obligé d'avoir la jarre qui est pleine, mais on peut avoir une très belle jarre et la préparer à se remplir de plein de choses. Je pense que c'est important de pas faire semblant, mais de pas se rabaisser ou autre chose. C'est très difficile de savoir qui on veut être quand on n'a pas expérimenté ça. Je Il y a pense quelque que chose de j'ai naissant. entendu des comparaisons avec des chirurgiens. Est-ce qu'on est prêt à aller se faire charcuter par un chirurgien débutant qui dira « Vous êtes mon premier patient, je ne sais pas comment faire ». Et donc, fake it, ça permet de ne pas faire apparaître cette posture de chirurgien débutant et de donner au client la confiance. Du coup, de permettre un amorçage de « ça va se passer bien » et ça va aider et ça va agir. Moi, ça me donne envie de parler d'observation personnelle, en fait. Que ce soit en hypnose de rue, que ce soit pendant les formations d'hypnose d'accompagnement, ou que ce soit en hypnose de spectacle. J'ai remarqué une chose, c'est que souvent, en fait, quand on enseigne l'hypnose, on apprend beaucoup de techniques, beaucoup de choses à faire, de langage spécifique, de manière de faire. De s'adapter à l'autre, etc. Ce qu'on nous apprend pas, mais moi que j'ai observé en observant peut-être des centaines d'hypnotiseurs différents, c'est qu'en fait, je me rends compte que ceux avec qui ça marche bien l'hypnose, c'est ceux qui y croient en fait. Au-delà des outils, en fait, moi j'ai vu des très mauvais hypnotiseurs techniques arriver à faire des superbes inductions parce qu'ils étaient motivants. J'ai vu des gens avec une technique de dingue, avec vraiment un vocabulaire incroyable, avec le sens des métaphores et tout ça, faire des inductions molles, lentes, désagréables à regarder, et certainement, de ce que j'ai vu en tout cas, elles n'avaient pas l'air très agréables pour leur sujet. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'incarner en fait ce qu'on dit, plus que même d'avoir de la technique. C'est marrant La que tu dises technique est ça. un plus. C'est marrant que tu dises ça. J'ai un ami hypnotiseur qui me disait, moi, je pense que je croyais plus en l'hypnose au début de mes formations, quand je sortais tout juste des formations que maintenant. Et étrangement, je pense que j'avais des meilleurs résultats en hypnose quand je sortais de formation plutôt que quand j'étais installé depuis un moment, parce que j'adhérais moins des fois aux inductions, j'y croyais moins à ce que je faisais. C'était un topo qu'on faisait avec Jordan Véro, que certains connaissent, que de nombreux connaissent, de dire que Jordan ou moi, on vient de la rue, quoi, quelque part. Donc, on aimait l'hypnose comme ça, l'hypnose impromptue. Et en fait, quand on s'est formé à l'hypnose, on a eu tous les deux les mêmes réactions et le même ressenti, c'est que
Une fois arrivé en cabinet, avec les inductions formelles, on avait l'impression vraiment de ramer le cake pour faire juste une lévitation de main, de ramer le cake pour faire vraiment des phénomènes hypnotiques qui, dans la rue, prenaient même pas 30 secondes, quoi. Et là, on était là pendant 2 minutes, on attendait qu'une main se lève, et en reprenant des outils des fois très simples, juste de la congruence à l'intérieur de ce qu'on était en train de dire, juste un bruit, un son, la façon dont une manière de regarder la main, ça partait tout seul. Du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment très important à comprendre, c'est que pour s'installer, au moment où on s'installe, c'est à quel point on y croit en fait, à quel point on a envie de jouer un peu avec l'autre aussi quelque part au niveau de l'hypnose, parce que la réalité, ça devrait être un jeu, quoi. Ça devrait pas être, le monde ne devrait pas être sérieux. Alors, j'entends bien, c'est important d'incarner, d'y croire, que c'est finalement la première brique vraiment importante de l'hypnotiseur qui veut réussir son installation. Est-ce que vous mettriez d'autres briques qui vous semblent importantes? Complètement. Je ne sais pas, par rapport à est-ce que on doit essayer d'identifier certains types de clients ou pas? Ou autre chose, hein, je Il vous y a, laisse. il y en a une qui me vient tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui vendent de l'hypnose, en fait, vendre comment faire de l'hypnose, comment être un bon hypnotiseur, etc. Ce qu'on nous explique pas, en fait, au début des formations d'hypnose, c'est que l'hypnose, c'est un métier d'indépendant. C'est un métier où on aura une comptabilité, c'est un métier où on va gérer un cabinet, c'est un métier où on va gérer des choses vraiment très, très pragmatiques, en fait, dans lesquelles on va se retrouver à un moment donné tout seul, face à nous-mêmes, à devoir aller chercher des clients, à devoir faire notre propre publicité, notre propre communication, dans lequel on va devoir se vendre nous aussi. Et ça, c'est très, très peu abordé dans la plupart des formations. C'est vrai qu'à Hypnose Factory, on met un point d'honneur, en tout cas, c'est un peu d'autopromo, hein, mais on met vraiment un point d'honneur à ce que les gens puissent se sentir à l'aise à se vendre eux, en fait, pour pouvoir vraiment incarner qui ils sont et puis pouvoir s'installer plus facilement, en fait. Je pense que c'est super important parce que le métier d'hypnotiseur, c'est pas juste de l'hypnose. C'est aussi tout un métier d'entrepreneur, en fait. Et souvent, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans l'installation. Or, c'est super important et il faut faire de la comptabilité, il faut faire de la communication, il faut réussir à trouver quoi faire avec le temps vide au départ. Moi, quand je me suis installé, j'avais beaucoup de temps libre, hein, parce que j'ai pas mis ma plaque et d'un coup, il y avait 50 personnes par jour, quoi. Ça marche pas comme ça. Et on a des temps où on continue à se former, des temps où on continue à faire de la communication, où on continue à se dire qu'est-ce que je fais de ce temps vide, quelque part. Mm. Je pense que c'est ça qui… Pardon, oui. Il y a une grosse différence entre je veux aider les autres et je veux vivre de ça. Bien sûr. Mm. Je Il y pense que a c'est important de se aussi poser la question. Oui. Mhm. Il y a complètement à l'opposé peut-être, il y a aussi où on s'installe, il y a peut-être un local à trouver. Et moi, je constate qu'avant le Covid, le local, c'était quasi obligatoire et les séances en ligne, c'était extrêmement rare. Et merci Covid, les séances en ligne se sont beaucoup démocratisées ou sont devenues beaucoup plus fréquentes en tout cas. Et pour moi, j'aime beaucoup faire des séances en ligne. Je trouve que ça élargit la possibilité de trouver des clients, ça facilite l'installation parce qu'il ne faut pas obligatoirement avoir tout de suite une pièce avec des jolis meubles, le Bouddha qui est là installé et peut-être des attrape-songes ou tout le J'adore l'image. répertoire que les hypnos peuvent mettre dans leur cabinet. Donc, c'est aussi ça, à réfléchir où je fais ça et comment je m'adapte par rapport à l'endroit où je le fais. Est-ce que je mets plutôt une statue de Jésus ou du diable dans mon cabinet? J'adore la comparaison. Comment je pose une Oui, croyance directement pour la personne? où je mets comme moi j'aime bien le Même, faire, le fond pour mes séances en ligne, le fond virtuel d'une caverne de sorcières. moi, j'aimerais poser les questions simples en fait à ceux qui s'installent, les mêmes questions que je pose à mes clients pour ceux qui viennent me voir pour des reconversions et de la confiance en soi, c'est de se poser la question où est-ce que vous voulez travailler? Plutôt en ville, plutôt à la campagne? Est-ce que vous voulez travailler plutôt chez vous, plutôt à l'extérieur? Est-ce que vous voulez travailler 3 heures dans la journée ou 8 ou 12 ou 42? 42 dans la journée, la personne qui a réussi à me répondre ça, voilà. Mais peu importe. Après, c'est tout ça en fait. Est-ce que vous voulez avoir un cabinet ou est-ce que vous préférez vous déplacer chez les gens? Est-ce que vous êtes plus à l'aise à travailler dans un bar, dans la rue? Peu importe en fait. Et le cadre, en fait, c'est nous qui le faisons. Je pense que souvent, on est trop sclérosé par les habitudes culturelles qu'on a
en fait. Et des fois, ça va limiter beaucoup les possibilités de ce qu'on va imaginer simplement. Oui, Du ça coup, c'est me fait intéressant penser, ouais, ça me d'éclater fait le cadre un peu. penser à nos clients qui viennent et la première phase, logiquement et typiquement qu'on a de travail avec eux, c'est de leur faire préciser l'objectif. Est-ce que cet objectif, on se le précise pour soi? Je vais avoir dans 6 mois 2 clients par jour pendant 4 jours. Est-ce qu'on se le dit? Des fois, c'est intéressant de se préparer au pire, hein, parfois. C'est de se dire, si jamais je m'installe et que ça ne fonctionne pas exactement comme j'avais fait mes prévisions, qu'est-ce que je fais? Comment je rebondis de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Parfois, c'est peut-être intéressant de se poser ces questions-là. Moi, dans l'art de l'installation, j'aime poser ces questions-là, de dire, si ça ne se passe pas comme on a prévu, comment on rebondit? Toujours avoir une phase qui permet de se dire, voilà, comment j'exploite le temps pendant lequel je ne fais pas de séance. C'est des choses dont on ne parle pas assez dans l'installation, je trouve, moi, en fait. En tout cas, quand on nous forme à l'hypnose, on ne nous présente pas suffisamment ça comme un métier complet, en fait. J'avais commencé comme première question finalement, est-ce que se questionner sur quelle hypnose on est, ce que j'entends, ce qui est assez intéressant, c'est quelle pratique de l'hypnose on veut avoir, comment on veut fonctionner, qu'est-ce qui est important pour nous, quel type de relation. Donc, dans quel endroit? Est-ce que on travaille en ligne? Est-ce qu'on travaille à la ville, à la campagne? Est-ce qu'on veut travailler beaucoup d'heures ou peu d'heures? Quand ça ne marche pas comme on voudrait, on l'avait prévu, comment on réagit? Et qu'on est beaucoup autour de comment on peut penser justement cet environnement de travail. Bien sûr. Oui, ça me fait penser, il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent dans ce métier et ils se reconvertissent du salariat. Et dans le salariat, tout ça est comme prédéfini. Et ce qui les attire dans le métier des hypnos, c'est que ça sera la liberté. Mais cette liberté, il faut savoir la gérer. Il faut savoir lui donner du sens et des sens. Enfin, comme tout choix, ça a des conséquences qui peuvent être positives ou moins pour nous, en fait, agréables ou moins, plus précisément. Donc, la question, c'est pour ça que c'est important de se poser toutes les questions quand on s'installe, de savoir un petit peu tout ce que concerne ce métier-là et est-ce qu'on est prêt à aller à l'intérieur de ça, sans jamais perdre l'objectif de pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce métier-là. Tu sais, la phrase qui serait bien d'accrocher tous dans nos toilettes, de se dire le jour où on a décidé qu'on voulait faire ce truc-là, de dire je fais ce truc-là pour ça. Et ça, cette phrase-là, je l'accroche en face de mes toilettes. Comme ça, chaque fois que j'y suis, je vois que celle-là. Et ça me rappelle pourquoi j'ai décidé de faire ça. Dans tous les moments où j'aurais un peu un coup de mou quelque part, ça me permettra de me dire ah oui, c'est vrai qu'il y avait une partie de moi qui rêvait de ça à un moment donné. Un autre brique un peu qui me paraît ultra important quand on débute, c'est d'avoir un speech ultra bien rodé sur l'hypnose. C'est-à-dire que si vous faites une pratique qui sort un petit peu des conventions, parce que moi je rencontre pas mal de personnes au quotidien qui me disent tiens, j'ai jamais parlé avec un hypnotiseur en fait, quand je leur explique ce que je fais. Et du coup, ils ont plein d'a priori, ils ont plein de jugements dessus. Sachant que, pour moi en tout cas, j'ai beaucoup fonctionné avec du réseau au début. C'était beaucoup des réseaux, des connaissances, puis des conférences qui m'ont ramené des gens. Et du coup, j'étais obligé d'arriver à me présenter et d'inspirer quelque chose de confiant, de clair, d'agréable et surtout de donner envie à la personne. Puis en quelques secondes, de lui faire tilter sur ah, mais en fait, je pourrais travailler ça. Ah, mais en fait, ça, c'est possible d'agir. Ah, mais en fait, il y a peut-être ça qui me bloque avec l'hypnose, avec ce personnage-là, je pourrais le faire. Du coup, je pense que se préparer un speech sur lequel on est à l'aise pour répondre, pour couper un peu les préjugés, même si on en a moins maintenant qu'il y a une dizaine d'années, il y en a encore beaucoup. Et je pense que c'est primordial quand on s'installe, savoir parler de soi. Parce qu'il y a des super bons thérapeutes, mais dans toutes les catégories, ou des super bons accompagnants, ou d'autres sur des méthodes plus alternatives, mais qui ne savent pas présenter ce qu'ils font. Ouais, qui Si la savent pas se personne, vendre. si la personne ne sait pas présenter ce qu'elle fait, pourquoi est-ce que j'irai la voir? C'est ça. C'est un point aussi qu'on met vraiment en place dans nos ateliers qui nous semble important, c'est aussi de se dire, voilà, comment est-ce que vous arrivez à présenter ce que vous faites, comment vous faites un discours pré-hypnotique, en fait, comment vous faites rêver les gens, en fait, sur ce que vous allez faire, comment vous créez de l'engagement, en fait. C'est un point qui est super important pour nous à aborder et qu'on aborde régulièrement, de toute façon, avec toute l'équipe, c'est vraiment de dire quels sont les outils pour faire rêver les gens, comment est-ce qu'on les motive et qu'on les intéresse à venir travailler avec nous. Pourquoi ils choisiraient l'hypnose et pas autre chose?
Bah, il faut bien que l'hypnose, ça soit motivant à un moment donné. Il faut bien que travailler avec nous, que ça soit intéressant pour la personne. Sinon, c'est tout à fait normal qu'elle choisisse de ne pas le faire. Hein. Ou commencer à ne pas s'engager suffisamment pour Ou commencer à changer. pas s'engager suffisamment, c'est ça. Moi, je me souviens d'un atelier d'Hypnose Factory pendant le Covid où on avait appelé des pharmacies pour s'entraîner à se Ah oui, Oui, présenter et à annoncer, prendre un rendez-vous avec un pharmacien pour lui laisser sa carte, expliquer notre ouais. activité. À refaire, tu es en train. ça, et ça parle du réseau, en fait. Ça. Alors déjà, il y avait deux objectifs, cet atelier-là. Il avait l'objectif d'expliquer que le réseau, c'est important. Se faire connaître autour de soi, c'est important pour que les gens puissent être prescripteurs de nous. Et la deuxième chose, c'était aussi de dire à quel point vous êtes à l'aise pour parler aux gens autour de vous de ce que vous faites. Ça permettait d'avoir un premier pas dans la confiance et un premier pas dans la motivation. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont suivi cet atelier se sont installés après, donc c'est rigolo par rapport à ça. Mhm. Donc, si je reprends les éléments, c'est autour de la question de l'incarnation, de quel hypno on est, de comment on pratique et comment on est capable de mettre ça suffisamment en avant pour faire envie que les gens s'engagent et aient envie de venir nous voir, nous découvrir, de se rendre compte aussi qu'ils peuvent travailler des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, qui vont améliorer leur quotidien. Donc, je trouve que c'est une piste super intéressante. Moi, j'avais une question, une fois que ça, c'est à peu près bouclé, c'est quel conseil vous auriez à donner sur quelqu'un qui a décidé de se lancer, mais qui hésite encore entre lâcher toute son ancienne activité et se lancer progressivement ou se lancer complètement, corps et âme. Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question-là? La réponse est dans la question, en fait. Si quelqu'un hésite à se lancer corps et âme, à lâcher son métier, le métier avec lequel elle se sent en sécurité pour pouvoir travailler, ben, moi, j'ai déjà la réponse de la personne. Si elle me dit qu'elle hésite à se lancer, ça veut dire qu'elle peut-être qu'il est important pour elle de garder une part de sécurité à côté du fait de se lancer. Et peut-être qu'on va créer de l'envie par ce nouveau métier petit à petit. Donc, à cette personne-là, je lui répondrai directement, ben, quelle est la possibilité que tu peux avoir de peut-être réduire les heures de travail que tu fais aujourd'hui en commençant à lancer une activité pour pouvoir. Mais c'est vrai que ça permet un test en fait. Est-ce que cette activité te plaît vraiment? Peut-être que ça se trouve aussi bien, 6 mois plus tard, la personne elle est retournée à plein temps dans son ancien boulot parce que ça lui correspond pas. Ou aussi bien, elle s'est dit ah ouais, j'en ai eu marre là de voir le 8 à 8 heures devoir retourner au travail. Je me suis dit que c'est bon, je pouvais prendre plus d'heures, puis j'avais du monde qui venait et c'est OK. Dans tous les cas, elle est gagnante en fait. Moi, ça me fait penser quand j'étais toute jeune, je devais commencer mes études. Ma maman m'a dit, tu devrais faire les études de médecine. Et moi, je me suis dit, mais c'est très difficile d'être médecin parce qu'il ne voit que des gens malades du matin au soir. Et j'ai pas envie de ça. Donc, je ne suis pas allée faire les études de médecine, ce qui était peut-être une erreur, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il est intéressant pour un hypno qui ne voit dans son cabinet que des gens qui ont des problèmes, de garder une autre activité qui le nourrit, qui le distrait, qui lui apporte de la joie, de la légèreté. Voilà. Bah, ça pose une question qui je trouve très en lien avec celle-là. On s'éloigne un petit peu de la question de Marianne, mais c'est avec qui on veut travailler. Est-ce que je veux travailler avec des gens qui vont pas bien ou pas? C'est la question de la spécialisation derrière. Est-ce que je veux travailler, je sais pas, comme il y en a qui font des dégustations sous hypnose? Est-ce que je veux travailler avec des sportifs? Est-ce que je veux utiliser l'hypnose dans certains cas pour, je sais pas, sur Grenoble, il y a un super hypno qui bosse avec la phobie du vide et il les amène dans des salles d'escalade et ils vont travailler la confiance en eux. Il y a plein de choses qui se font sous hypnose, que ce soit des randos, des méditations ou couplé avec d'autres techniques. Vers quoi on va s'orienter, avec qui on a envie de travailler? Oui, ce qui lance la grande question de spécialisation qui permet de s'installer peut-être plus confortablement qu'un hypno généraliste, on dirait. La généralisation n'est jamais une bonne chose en fait. Ça va plus souvent être un frein qu'un avantage en fait. La spécialisation, elle permet peut-être de toucher moins de personnes, mais au moins ça sera plus direct. Les personnes seront plus en confiance pour venir nous voir parce qu'on est spécialiste là-dedans. Attention, spécialiste, ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Spécialiste, ça veut dire qu'on s'intéresse tellement au sujet qu'on en fait notre sujet de prédilection. C'est important parce que beaucoup de personnes pourraient écouter en disant bah ouais, moi j'ai envie de me spécialiser là-dedans, mais je pourrais pas me dire spécialiste, j'ai encore jamais fait de séance là-dessus. La spécialisation, c'est pas que vous êtes bon et vous réussissez, la spécialisation, c'est que vous vous intéressez complètement à ça et que vous allez dédier votre carrière sur cette thématique-là.
En tout cas, une partie de votre carrière, le temps que vous êtes spécialisé. Là, il y a une chose que je trouve super importante aussi, et là, pour le coup, c'est un peu pour ça aussi qu'on a monté Hypnose Factory, hein. C'est de dire, oui, on est tout seul, oui, c'est pas simple, oui, on se retrouve un peu perdu parfois, et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un endroit dans lequel on puisse venir choper des ressources, échanger, continuer à progresser, continuer à évoluer. D'où le fait qu'aujourd'hui, on fait des formations continues, en fait. Les ateliers continus, ils sont là pour ça. Ils sont là pour dire, j'ai un groupe, je peux compter dessus et je peux tout, il est toujours là. Je peux m'en aller quand j'ai plus besoin et je peux revenir quand c'est important pour moi. Ok, super. Merci. Peut-être qu'on reviendra sur le sujet une autre fois encore et c'est le moment de se dire au revoir. Je vous remercie à tous de vos apports, de vos réflexions et à nos auditeurs, à bientôt. À À très bientôt. vite. Ciao. À très vite.